Mardi 17 septembre 2019, il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants. Vous avez compris, nous sommes au Club de la Presse. Et nous comptons sur l'accompagnement technique de Victor Kokou Michel Tomega qui manie avec dextérité les boutons de la console technique pendant que Jero Dakucha prend aussi bien les sons que les images pour les transmettre dès que nous aurons fini ici au studio. Le studio se trouve Germain Doubidji, bonjour. Bonjour Sass, bonjour fidèles auditeurs, auditrices de Canal FM. De l'agence Interfax Presse avec vos dépêches qu'on peut découvrir sur votre lien. Et pour commenter tout ça aussi, Primus Dotier Genou Arlidja, bonjour. Bonjour chers amis auditrices, chers amis auditeurs, fidèles amoureux de Canal FM. Bonjour Sass Kaou, innocent, le seul innocent. Merci de préciser cela. Et nous attendons un voire deux confrères qui vont arriver avec un léger retard et cela nous introduit en même temps à cet article que le confrère L'Union pour la Patrie publie aujourd'hui à la page 7. L'article intitulé « Retard à un rendez-vous, est-ce de l'ignorance ou de l'indiscipline notoire ?» L'Union pour la Patrie écrit que le retard est perceptible dans tous les pans de la vie togolaise. L'administration publique, même les cérémonies familiales et les rencontres artistiques, ne parlons pas des rendez-vous entre parents et amis. Le retard, c'est connu de tous. Et l'Union écrit que la notion de ponctualité est un vain mot chez nous ici au Togo. Et tout ça, pour l'Union, c'est le laxisme, l'impunité, le clientélisme et bien d'autres travers qui ont tellement été cultivés sous nos cieux que la ponctualité au travail se révèle désormais un vœu pieux. La ponctualité plutôt l'exception et non la règle. Et la ponctualité, plutôt le retard, comme l'écrit l'Union, fait partie intégrante de la sociologie togolaise. Voilà la caricature que fait l'Union pour la Patrie sur le Togolais et la ponctualité. Germain ? Oui, mais nous nous retrouvons tous dedans, hein, nous nous retrouvons tous dedans parce que c'est connu que au Togo, en Afrique en général, le respect de l'heure fixée pour des rendez-vous ou autre chose est la chose la moins partagée. Et donc, le tableau dressé, nous nous retrouvons dedans. Maintenant, c'est effectivement peut-être dû à notre éducation, dû aussi à notre... Je ne m'excuse pas, mais j'ai tente d'expliquer. Et donc, cela renvoie à ce que nous devons revoir les bases de nos formations. C'est-à-dire qu'il faudrait, dès à la base, être rigide par rapport au respect de l'heure et au respect des rendez-vous. Donc, si nous l'inculquons à nous dans le cercle familial, je crois que ça pourrait avoir des répercussions sur le plan général. Sinon, c'est grave ou gravissime le retard que nous accusons dans l'administration, même dans nos rendez-vous d'affaires et tout. C'est préjudiciable. Primus, Germain l'a dit, nous sommes tous coupables du retard, moi ici y compris, et comme l'écrit l'Union pour la Patrie, le retard fait partie intégrante de notre sociologie et pourtant l'école essaie de corriger cela. Si je ne me trompe, à l'école, les cours commencent à des heures fixes et les élèves qui arriveraient en retard sont punis, mais dès qu'ils sortent de l'école, ils renouent avec la mode ambiante. Primus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Union met le doigt sur un problème de société très, très important parce que à travers ça, on voit aussi le manque de finalité de l'école. Parce que l'école rejette ceux ou celles qu'elle a formés dans la société. Et elle ne peut pas former à côté de la société. Et puis aussi, c'est gravissime parce que si nous voulons analyser la chose, nous allons même aller jusqu'au PND. Parce que si vous voulez nous parler de programme de développement national, il faudrait dire quel est l'homme togolais ou la femme togolaise qui va
accomplir ce développement. Quels sont les outils dont il doit disposer, outils sociologiques, psychologiques et tout, pour arriver à accomplir le développement. Or, tout cela dit que tout ce qu'on vient de décrire dit qu'on ne veut pas se développer. Parce qu'un rendez-vous d'affaires, c'est un rendez-vous qui coûte de l'argent. C'est un rendez-vous auquel on va pour gagner de l'argent ou pour conclure une affaire d'argent. Et dans ce domaine, on dit « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Et déjà, vous, en arrivant, vous perdez cet argent-là en arrivant en retard. C'est-à-dire que vous n'allez pas gagner aussi de l'argent à ce rendez-vous. Maintenant, les fonctionnaires de l'État qui vont aider l'État à faire son développement, ils ne sont pas à l'heure au boulot. Et quand ils sont au boulot, ils sont absents aussi. Vous voyez. Donc, avec tous ces facteurs, conclusion, on n'arrive à aucun développement. Merci. Le schéma est là. C'est une caricature qui colle à la peau de tous et de chacun. Nous-mêmes ici au studio, nous sommes concernés. Est-ce que nous allons arriver à guérir de cela? That is the question. Mais nous parlons tout ça là pendant que nous sommes animés par la charité. La charité dont parle l'écrivain Antoine-Claude Gabriel, qui écrit donc que la charité voit tous les hommes du même œil. La charité voit tous les hommes du même œil. C'est notre pensée de ce jour. Et nous, juste rappeler aux amis auditrices et auditeurs que nous les attendons sur le coup de 12 heures, sur le 22, 21, 33, 74, ou bien le 22, 20, 19, 68, pour réagir sur l'un ou l'autre sujet qui aura été au menu du Club de la Presse. Peut-être qu'une auditeur nous filera la recette pour commencer à nous guérir du retard. Justement, pour terminer avec le retard, Germain, j'ai un ami qui aime s'amuser, qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et son programme de société s'articulera uniquement autour de 2 points. Il s'agira, primo, mettre les Togolais à l'heure, et deuxièmement, remettre les Togolais au travail. Peut-être que si ce candidat-là avait le courage de se déclarer, peut-être que vous seriez un de ses sympathisants, Germain. Mais je ne vais pas le dire publiquement, étant journaliste, il ne faut pas que j'affiche mes propositions politiques ou mes convictions politiques. Et donc, la réserve faite, c'est la ponctualité, ça, le problème revient. Vous savez, même dans nos réunions publiques, des réunions publiques où des officiels devaient venir donner le temps pour les rencontres, vous accusez, les officiels accusent des retards et les rencontres prennent parfois des heures de démarrage, démarrent en retard. Et parfois, vous n'imaginez pas, on reporte des réunions parce que le ministre qui devrait venir donner le ton n'est pas disponible. Or, ça aussi, c'est dans le rapport, parce que le ministre accusait de retard à un moment, on annule la réunion. Et donc, quand nous sommes dans un contexte où nos pays africains sont des pays sous-développés, qu'on voudrait enclencher le processus de développement, je pense bien évidemment qu'il faut être à l'heure. Et maintenant, le travail, nous sommes un peu paresseux en Afrique. Il ne faut pas se voiler la face. On nous voit discuter à longueur de... Nous sommes un peu trop dilettantes. Justement, on nous voit à longueur de journée sous les arbres jouer au ludo, faire ceci, causer, alors que l'essentiel est là, nous devons faire. Donc, nous remettre au travail, je crois que c'est aussi une bonne recette pour le développement. Eh bien, vivement que ce candidat éventuel ait le courage de s'afficher et faire campagne autour des 2 points. 1, remettre les Togolais au travail, et 2, mettre les Togolais à la ponctualité. La ponctualité quand même qui est de rigueur. Dans les écoles, ce matin, on a vu les enfants quitter la maison déjà très tôt parce qu'ils ne voulaient pas être en retard. C'est dire, primus, que la rentrée est effective depuis hier, 16 septembre. Et également préciser qu'il fut des années où la rentrée même commençait en retard, reportée. Dieu merci, l'année dernière et cette année, la rentrée a été opérée à date échue. Espérons que toute l'année se déroule ainsi. Mais nous allons juste passer quelques aspects de cette rentrée. Alors, l'école se fait avec les élèves, bien sûr, avec les enseignants. Et vous rappelez que
la semaine dernière, exactement une semaine mardi, lorsque le Premier ministre, M. Selom Klasso, et certains membres du gouvernement rencontraient les partenaires de l'éducation, il avait été annoncé que le dernier concours qu'avaient passé les enseignants volontaires serait incessamment proclamé pour ce qui concerne les résultats. Or, la rentrée s'est faite hier sans qu'on connaisse les résultats de ce concours. Et Liberté revient aujourd'hui et écrit je fais ce que je dis et je dis ce que je dois faire. Là, c'est une citation selon Liberté du Premier ministre qui avait dit, qui avait tenu ses propos. Je rappelle, le Premier ministre qui aurait dit je fais ce que je dis et je dis ce que je dois faire. Et c'est le Premier ministre qui avait annoncé les résultats imminents de ce concours. Et Liberté écrit donc ce matin à quand les résultats du concours des enseignants. Pour mémoire, Primus, Liberté nous rappelle que les enseignants volontaires avaient passé ce concours-là au mois d'octobre 2018. Mais avant, les volontaires avaient passé ce concours avant le même concours qui était passé dans le secteur de la santé. Un autre concours qui était passé dans le domaine de la justice. Or, les résultats des concours de la santé, de la justice ont été proclamés. Celui des enseignants continue à attendre et la rentrée est effective depuis hier. C'est lié aussi au problème qu'on a dit à l'entrée, celui de la ponctualité. Oui, on voit que même les concours de l'État n'ont pas de finalité précise. Si c'est pour renflouer le corps professoral, dans le monde éducatif, vous voyez que là, il y aura manque. Des gens ne vont pas répondre présent au rendez-vous parce que l'État qui veut les embaucher ou combler un vide ne proclame pas les résultats et n'en donne pas les raisons. Vous voyez, finalité de la chose. Donc l'objectif n'est pas bien précis, ni dans le domaine de la santé, ni dans celui de l'éducation. Or, ce sont les deux domaines où les manques sont criardes. Hein, vous voyez, et tout le monde se plaint du CHU, Tocoin, Sylvanus Olympio. Heureusement que les enseignants n'annoncent plus des grèves. Heureusement que la rentrée, le 16, comme annoncé, est effective. Maintenant, est-ce que le corps enseignant, ceux-là qui doivent enseigner à nos enfants à l'école, sont là? Et si l'État a vu qu'il y a besoin en la matière et lance un concours et ne proclame pas les résultats, vous voyez, on a du mal de là aussi, c'est un vieux constaté en termes de retard. Voilà. Donc, les résultats d'un concours depuis près de 11 mois qui ne sont pas proclamés alors que la rentrée a déjà démarré hier. C'est un constat. Et pour un concours, nous apprenons qu'aujourd'hui même, mardi 17 septembre, se déroule un concours d'entrée à l'INFA de Tové, École nationale de formation agricole de l'INFA de Tové, qui avait connu quelques réformes entre-temps. Et nous apprenons qu'il y a un total de 570 candidats, dont 137 filles. C'est l'information du jour. Eh bien, Germain, espérons que ces candidats à l'INFA ne vont pas attendre un an avant de savoir s'ils sont admis ou recalés. Oui, s'ils attendent un an, c'est un retard énorme, hein, c'est un retard énorme, et c'est de ça que nous parlons depuis le début de cette émission. Mais aussi, il y a aussi la question du respect de la parole donnée. Hein. Le Premier ministre dit je fais ce que je dis ce que je dois faire. Nous attendons de le voir à l'acte. Il a dit justement qu'il a promis ça fait une semaine qu'il a promis que les résultats seront connus. On ne dirait pas que c'est trop tard, mais ça prend un temps fou quand c'est déjà fait 11 mois, et si on promet, ça fait une semaine qu'on a promis et que ça ne vient pas aussi, c'est quand même un peu déplorable. Et oui, c'est un peu le sort réservé au concours qui se passe dans notre pays. Hein. Ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation où un concours, l'application des résultats d'un concours a pris un temps fou. Il y avait aussi dans le domaine de la santé, il y a dans d'autres domaines où l'application des résultats a attendu
un temps relativement long avant d'être effective la publication de résultats. Donc, c'est aussi la question de la planification. Est-ce que on planifie réellement ces concours? Est-ce qu'il y a en amont un travail qui est fait? Ou c'est pour juste répondre à un besoin politique qu'on lance les concours? Est-ce que c'est réellement bien pensé? Sinon, c'est un peu de cafouillage et on constate un retard qui est préjudiciable. Eh bien, pour ceux des enseignants qui sont déjà admis et qui sont déjà en pause depuis des années, nous enregistrons des plaintes ces derniers temps. Vous devez être également au courant. Ces enseignants qui se plaignent des affectations très tardives. C'est 1 à 2 semaines avant la rentrée qu'ils ont appris qu'ils étaient affectés. Or, nombre sont des parents d'élèves. Il faut se déplacer avec son mari ou bien sa femme et ses enfants, aller identifier le nouveau poste, chercher le local qui va abriter l'enseignant et ou sa famille. Comment se fait-il que au niveau du ministère comment se fait-il, comment vous expliquez ces affectations très tardives qui causent beaucoup de préjudice aux enseignants? Oui, je dis 2 choses. Premièrement, là, je reviens sur la question de la planification. Comment est-ce que les affectations sont planifiées? Gouverner, c'est prévoir et c'est planifier d'avance sur un long temps avant. Donc, on doit savoir même avant que l'année ne finisse que cette année, nous aurons un certain nombre d'enseignants à affecter ici ou là. Et donc, ça devait commencer déjà au début des vacances. On doit savoir ce à quoi tenir depuis. Donc, si on a bien planifié. Deuxième chose, c'est que le problème de retard nous rattrape toujours. Est-ce que on se lève très tôt sur les tâches qu'on doit accomplir? Si on commence tardivement une tâche à accomplir, évidemment, les résultats viendront avec du retard. Et le cycle se perpétue. Lorsque vous affectez un enseignant à 2 semaines de la rentrée, il va rentrer, il va commencer les cours avec du retard. Et la finition, en tout cas, comment il va terminer le programme avant la fin de l'année? Les étudiants ou les élèves dont il a la charge n'auront pas peut-être le programme qui va être terminé à terme échu, et eux aussi seront en retard dans leur cursus scolaire. Donc, la chaîne, c'est un cycle vicieux de retard que nous perpétuons dans notre pays en adoptant un certain nombre de comportements. Voilà ces affectations très tardives. Donc, certains élèves sont sans enseignants depuis hier. Ce n'est pas faute nécessairement du manque d'enseignants. Ce n'est pas non plus que ces enseignants sont en grève ou bien ne veulent plus enseigner, mais ils n'ont pas eu le temps nécessaire de rejoindre leur nouveau poste d'affectation. Autre également plainte qui nous arrive des parents. Primus, vous savez que depuis, je crois, 2010, que l'école préscolaire et primaire est déclarée gratuite, l'école officielle. Ça veut dire que les enfants ou bien les parents ne doivent plus payer de frais scolaires pour l'inscription de leurs enfants dans les écoles publiques. Or, c'est une mesure gouvernementale superbement ignorée par les écoles. Puisque un peu partout, il y a des écolages qui sont réclamés aux parents. Nous avons eu un parent hier qui a inscrit ses enfants à l'école primaire publique de Vaposito. On lui réclame même les arriérés de frais scolaires qu'il n'a pas payés sur les 2 dernières années, et il a été carrément signifié que l'école ne recevrait plus ses enfants si le parent ne paie pas les arriérés des années passées et s'il ne versait pas l'intégralité des frais de cette année. Alors, Primus, c'est l'État qui a dit que l'inscription dans les écoles préscolaires et primaires publiques est gratuite, mais voilà la réalité qui nous rattrape. Oui, c'est ce que nous appelons l'absence de l'État. Vous voyez, le droit régalien de l'État s'applique partout. Et quand c'est l'État lui-même qui décide quelque chose, il est le premier qui doit veiller à l'application de la chose. Le chef de l'État ne veut pas dire haut et fort que l'enseignement préscolaire et primaire est gratuit, et vous allez dans une école publique, le directeur vous dit « c'est très bien, on a dit ça, mais chez moi on paie. Et si vous ne payez pas, vos enfants ne seront pas inscrits. » Et le pauvre parent ne peut plus s'adresser à l'État
pour dire qu'il y a dichotomie entre ce que j'ai entendu et ce qui se passe sur le terrain. Ouais, tout ça là est lié. Parce que, je dis, le développement a une finalité. Mais ce sont les hommes et les femmes qui atteignent le but fixé. Maintenant, quels sont les outils que vous leur donnez? Le premier outil, c'est la formation. Vous voyez? Et quand vous allez rater le préscolaire, on peut dire adieu à tout le reste. Hein. Parce que, généralement, même sur ta radio, sur notre radio ici, Canal FM, la dernière fois, j'ai entendu qu'on voulait faire de l'orientation pour les jeunes bacheliers. Mm-hmm. Et j'ai dit, mais bon sang de bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'orientation scolaire se fait pour la dernière fois en classe de 3e. Parce que la classe de seconde déjà est diversifiée. C'est là où vous avez affaire aux séries A, B, C, D, E, F. Enseignement général ou bien technique. Voilà. Donc, arrivé en classe de 3e, on n'a même pas de train. Ouais, c'est là où on place les aiguilles, qui va aller à gauche, qui va aller à droite, qui va tout droit. Maintenant, après le bac, vous voulez qu'on vous oriente où? Vous avez un bac A qui vous destine aux études littéraires ou aux sciences humaines, comme on les appelle. Et puis vous cherchez encore une orientation pour aller où? Vous avez un bac C, maths, physique, chimie, ingénierie. Vous voulez qu'on vous oriente encore là où? Ouais. C'est-à-dire que l'école même ne débouche sur rien. Oui, mais pour revenir aux frais scolaires que perçoivent les écoles publiques, Germain, quand on approche les chefs d'établissement publics et même les parents d'élèves, leur raison, c'est que c'est avec ces cotisations parallèles, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est avec cet argent collecté qu'ils arrivent à construire des bâtiments scolaires, à fabriquer des tables-bancs, à acheter quelques matériels, même à recruter et payer des enseignants qui sont à la charge de ces écoles-là via les parents d'élèves. Voilà comment les raisons que les écoles donnent, encore une fois, des insuffisances de l'État que ces écoles-là et les parents d'élèves essaient de combler. Oui, ils le disent, quand vous les abordez, il y a un tas de choses qu'on vous dit que c'est à ce à quoi cet argent est destiné. Maintenant, il faut aller dans les faits pour voir comment ça se fait. Il faudrait que tout cela soit encadré à mon sens, parce que on ne peut pas déclarer la gratuité de l'école et que il y ait encore de l'argent qui est perçu au niveau des parents de ceux qui amènent leurs enfants à l'école. Là, je vois quel rôle jouent les associations des parents d'élèves. Il devait avoir, à mon sens, à leur niveau, un travail qui doit se faire de dénonciation et de recadrage par rapport à tout ce qui se fait à ce sens-là. De l'autre côté aussi, par rapport à la construction des salles de classe, la réfection des trucs, est-ce que c'est de la prérogative des directeurs d'école ou des établissements? C'est l'État qui a construit les classes, c'est l'État qui s'occupe de l'école. Je crois que le rôle doit revenir à l'État. J'ai entendu le ministre de l'Administration territoriale dire que la décentralisation, c'est aussi faite pour qu'il y ait un certain nombre de problèmes qui soient résolus sur le terrain. Par exemple, si un toit d'une école est enlevé, on ne va pas attendre l'autorité centrale. Donc, je crois que maintenant que les municipalités se mettent en place, les élus locaux vont s'en charger, vont s'occuper de ce problème délicat et s'occuper des établissements, jouer leur partition pour que nous ne puissions pas avoir ces travers que nous avons par rapport à la perception de ces frais de scolarité chez certains parents. Voilà ce petit tour-là que nous faisons de la rentrée ce matin. Il y a également cet article de l'Union pour la patrie, plutôt Togo Matin qui revient sur une mesure annoncée par le ministre Tchakpele il y a quelques années et qui portait interdiction des téléphones mobiles en milieu scolaire. Togo Matin fait un dossier sur ce sujet-là. Qu'en est-il exactement en milieu scolaire? Malheureusement, notre ami directeur de Togo Matin n'a pas pu nous rejoindre. Il vient de nous informer qu'il a un fâcheux contretemps. Voilà, Germain et Primus, vous savez que le gouvernement a officiellement interdit l'usage par les élèves et même des enseignants du téléphone mobile en milieu scolaire. Est-ce que cette mesure
est respecté ou aussi superbement ignoré par les uns les autres? Bon, en tout cas, dans certains établissements scolaires, je sais que c'est respecté d'une façon ou d'une autre parce que vous avez des élèves qui reviennent à la maison, qui vous disent que on a saisi leur téléphone portable à l'école et tout. Donc, mais je n'ai pas fait un tour à mon niveau de plusieurs établissements scolaires pour faire une conclusion générale. Mais de toutes les façons, il y a des volontés d'application de cette mesure ici et là. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire une inférence, une conclusion générale? C'est ce pas que je n'aurais pas franchir. Merci. Voilà. Oui, Primus, un petit mot sur l'usage des téléphones par les élèves en milieu scolaire. Oui, quelle est tu vois, aujourd'hui, je suis dans quelle est la finalité de la mesure? Quand on dit qu'en milieu scolaire, il est interdit d'utiliser les téléphones mobiles et celui qui décide la chose ne prend pas de mesures pratiques. Quelle est la finalité? C'est l'éducation encore de l'enfant? Tu vois, parce que, généralement, ce qu'on ne sait pas en Afrique, les décisions de l'État aussi, ce sont des créations d'emplois. Parce que l'agent de l'État qui, dans la réalité, va vérifier l'application de la loi, la pratique de la loi. Tu vois, c'est-à-dire que l'État crée des emplois, mais qui deviennent fictifs. Parce qu'il faut quelqu'un qui est sur le terrain et qui rend compte de l'effectivité de la loi. Que la loi est en vigueur et ici et là, on voit qui l'applique ou qui ne l'applique pas. C'est des emplois aussi que l'on crée, mais une fois que la loi elle-même, l'effectivité de la loi, elle est laxiste. Personne, ça ne dit rien à personne, qu'on le fasse ou pas, ça devient... Eh bien, nous souhaitons encore une fois une bonne rentrée et toute l'année académique 2019-2020 à nous tous, les parents même que nous sommes. Et nous embrayons à présent sur le Togo profond. Quelques journaux ont l'amabilité de nous donner des informations sur le pays profond. C'est une bonne chose. Ainsi, Togo Matin écrit à la page 5, infrastructure vers la réhabilitation des forages en milieu rural. Les travaux de réhabilitation de ces forages-là devraient commencer ce mois de septembre. Espérons qu'il n'y aura pas de retard. Donc, des travaux de réhabilitation des forages qui devraient commencer ce mois de septembre. Au total, c'est 1639 forages qui seront réhabilités dans tout le Togo dans le cadre de ces travaux. L'objectif consiste à améliorer les conditions de vie des populations en leur permettant de disposer de l'eau potable. Et ces travaux se situent dans le cadre du volet eau et assainissement du programme d'appui aux populations vulnérables. Germain Doubidji, quand on sort de Lomé, quand on va dans les localités enclavées du Togo profond, on comprend l'utilité que ces populations-là soient équipées de forages. Oui, il faut aller un peu dans le Togo profond. Il y a, quand vous allez dans l'extrême nord du pays ou même dans le sud, dans les régions maritimes. Voilà, on n'a pas besoin d'aller si loin. Oui, mais j'ai été un peu dans le Togo profond. J'ai constaté aussi la réalité du manque d'eau potable ou de l'eau tout court dans ces milieux. Donc, c'est un peu... Parce que sinon, quand on donne ce chiffre 1639 forages, ça veut dire que le besoin se fait pressant sur le terrain. Et donc, non, ce sont des forages qui existent déjà, mais qui sont tombés en panne et qu'il faudra réhabiliter, remettre en marche. Oui, justement, si ce nombre important de forages est en panne et à remettre en difficulté, ça trouve que il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont confrontés à des difficultés d'eau et donc je crois que la mesure n'est pas venue trop tôt quand même. Mais il fallait réhabiliter ces forages depuis belle lurette pour que nos populations ne manquent pas d'eau. Mais il ne faut pas aussi s'arrêter justement à la réhabilitation. Il y a des milieux qui manquent encore de forages ou de l'eau, de l'addition d'eau. Il faut amener aussi de l'eau à ces populations qui n'en ont pas et réparer les forages là où il y a pour que nos concitoyens aient de l'eau. L'occasion de rappeler que depuis ces derniers temps, il y a cet effort-là
d'équipement des communautés villageoises en forage qu'il faut réhabiliter maintenant, mais il y a également ces centrales photovoltaïques qui consistent à équiper également en énergie certaines localités du Togo profond. C'est la vie, ça. Ce que moi je ne comprends pas, nous avons même un ministère dédié à l'hydraulique, villageoise, même il l'appelle. Tchévié, c'est à 35 km de Lomé. Mais le premier problème de Tchévié, c'est l'eau. Nous en avons parlé abondamment il n'y a pas si longtemps. Donc, je dirais même que le Togo profond commence déjà à partir de Tchévié, qui a un problème d'eau. Maintenant, quand vous allez aller à Gbolouvé, vous allez aller à Blita. Et pire, on dit qu'on avait déjà construit les forages. Et c'est tombé en panne depuis combien d'années? Tu vois, la finalité toujours n'est pas là. On sait que ces populations ont besoin d'eau. On vient de construire un forage qui ne marche pas. Et on prend tout le temps qu'il faut pour les réhabiliter. Maintenant, c'est en prévision. On veut les réhabiliter. On ne nous dit pas que les travaux de réhabilitation ont commencé et finiront à la fin du mois. C'est prévu. Les travaux sont censés démarrer courant ce mois de septembre. Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu méchant. Merci. Nous continuons sur les infrastructures routières avec l'alternative, le congrès de l'alternative qui nous rappelle la réouverture du tronçon Ramco Collège Protestant du boulevard des Armées dont nous avons parlé hier et que j'ai pratiqué aujourd'hui. Et le même congrès de l'alternative nous transporte dans le Yoto. Germain, chez vous. Et l'alternative nous parle de la route Arepe-Tablibo, notamment du péage. Vous savez qu'il y a un système de péage érigé sur le tronçon Arepe-Tablibo. Et l'alternative écrit que ce péage se révèle une niche pour les braqueurs. Alors, voici d'abord la photographie. Route très dégradée à ce niveau avec des nids de poules. Le chantier de péage abandonné avec de hautes herbes qui ont pris possession des petits bâtiments au milieu de la voie. Voilà donc le spectacle que donne le tronçon Arepe-Tablibo. Et c'est pas fini. Non seulement cela devient un nid de reptiles, et également une zone de non-droit. Et l'alternative reproduit les témoignages des populations qui disent avoir été victimes de tentatives de braquage au niveau de ce péage abandonné. Germain, là, nous sommes chez vous dans le Yoto. Oui, nous, on est chez moi dans le Yoto, mais je n'ai pas eu l'information, le confrère, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, de dire la vérité quand même si c'est publiquement. Donc, mais les faits comme, en tout cas, exposés, je crois qu'il y a une question de viabilité de la zone. Si il y a un péage qui est érigé dans la zone, est-ce que finalement, c'est éclairé? Est-ce qu'il y a un peu de l'éclairage dans la zone? Est-ce que on a pris toutes les mesures pour que il n'y ait pas de Les travaux sont suspendus, le chantier est à l'abandon. Oui, donc je suis passé là il y a de cela 3 mois. Il y a longtemps je ne suis plus allé là. Oui, donc je crois que ce sont la question de gestion qui se pose toujours. Maintenant, à quelle entreprise on a confié les travaux et pourquoi il n'y a pas une autorité justement pour sermonner ceux qui ont laissé le travail à l'abandon. Donc c'est difficile, c'est vraiment compliqué certaines attitudes que nous découvrons. Oui, je vous dis, les péages, c'est des sources de revenus de l'État. C'est là, je dis, le droit régalien de l'État ne peut pas reculer. C'est des sources de revenus de l'État et l'État nous dit que c'est avec ces ressources-là qu'il entretient les routes. Maintenant, un poste de péage à l'abandon, est-ce que l'État veut réellement de l'argent? Mais en même temps, c'est cet État qui augmente les taxes un peu partout. Vous voyez? Les populations là se plaignent à juste titre, parce qu'ils disent qu'eux, ils sont devenus une orange que l'on presse. Si vous voulez venir à travers par un euro, vous allez payer le péage. Si vous passez par Tchévié, payer le péage. On arrive encore, eux ne font que payer le péage et leurs routes sont vraiment impraticables.
Donc c'est ça qui met la population en colère contre les péages. C'est-à-dire qu'ils paient partout, mais ils n'ont pas non plus les routes pour lesquelles l'État est supposé prendre cet argent. Encore que le péage soit opérationnel, le péage entre Arepe et Tabligbo, les travaux sont abandonnés. Oui. Mais quand l'alternative dit que ce chantier abandonné devient un nid de brigands, vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a eu un braquage qui avait été opéré au niveau du péage sur le tronçon Palimé-Adeta. Ce péage également, je suis passé par là il y a environ 1 an, ce n'était pas opérationnel. Je ne sais pas s'il a été mis en service depuis, le péage d'Adeta. Non, je n'ai pas l'information non plus. Voilà, maintenant du Togo profond, revenons au Togo, disons communautaire sous-régional, avec le Conseil de l'Entente, dont une réunion des experts s'est tenue il y a quelques jours. Mais vous nous rappelez d'abord, comme si nous étions à l'école, le Conseil de l'Entente, c'est combien de pays? Non, c'est 5 pays, Bénin, Burkina, Niger, Togo, Côte d'Ivoire. C'est créé en 1959. Avant même que le Togo soit indépendant. Maintenant, vous nous parlez de cette session du comité des experts. Oui, non, c'est la réunion des experts en charge de la sécurité et des frontières qui s'est ouverte. C'est aujourd'hui même dans un hôtel de la place pour, en tout cas, se plancher sur la question sécuritaire et quels sont les mécanismes, quelle est l'approche pour venir à bout de ces questions, ce défi sécuritaire. Vous savez, il y a au moins 4 pays sur 5 du Conseil de l'Entente qui ont été frappés par le terrorisme, et donc la question est prise à bras le corps par le Conseil de l'Entente qui se penche régulièrement sur cette question, et Lomé abrite aujourd'hui la 4e réunion des experts de la sécurité qui vont plancher sur la question. Merci. Donc, c'est juste une dépêche que vous écrivez sur l'ouverture de cette réunion du comité des experts du Conseil de l'Entente dans notre pays. Primus Germain, nous ouvrons à présent la revue sur l'élection des conseils, l'élection des maires, dont la polémique continue toujours à être à la page. Vision d'Afrique écrit ce matin, municipalité au Togo, les têtes d'affiche du développement des communes élues à la découverte du corpus nominal, c'est-à-dire des maires et des adjoints de toutes les communes du Togo à découvrir dans le confrère Vision d'Afrique, pendant que le médium à la page 7 s'intéresse au score d'un parti politique à ces élections municipales. Il s'agit des FDR, les Forces démocratiques de la République, dont le président est Dodji Apevon, qui s'en sort avec 28 conseillers sur les 1517, mais les FDR qui président quand même 3 communes, à savoir Golfe 2, Vaud 1 et Vaud 3. Voilà donc le score des FDR à ces élections municipales. Alors des FDR au score des différents partis à la tête des maires, Germain? Oui, donc nous on tire 3 enseignements de cette élection des maires. Nous trouvons que lorsque vous analysez tout un petit peu ces élections qui ont lieu, vous retrouverez 3 éléments. 3 éléments. En tout cas, il y a la question de la difficile unité d'action de l'union de l'opposition. C'est le Golfe 5 qui remet cette question sur le tapis. On ne comprend pas comment se fait-il que l'opposition pourrait s'en sortir avec une mairie, mais ça n'a pas été le cas. Donc, on voit à nouveau qu'il est toujours difficile à l'opposition de transcender les clivages pour avoir une unité d'action. Deuxième chose, c'est la dissonance entre le discours politique et les actes. C'est-à-dire que quand vous écoutez bien souvent le discours de l'opposition, on dit ce régime est oppresseur, nous sommes en face d'un système oppresseur. Et donc, il est difficile maintenant lorsqu'on tient ce discours et au même moment, on vote pour ce système, pour les conseils municipaux de l'opposition ont voté pour le régime en place, et que selon cette information, il y a des leaders qui ont même négocié des pots de mairie avec
avec le système. Et bien donc, au niveau de l'opinion, c'est comme une certaine communication paradoxale, et cela, les experts nous diront quel impact sur le psychisme des Togolais. Et deuxième chose, c'est la prédominance de l'intérêt politique sur les choix. Hier, l'autre fois, je disais ici que le cœur d'une formation, d'un leader de formation politique devait balancer, vous me reprenez, à juste titre. On comprend finalement à la lumière de ces élections que ce postulat ou cette assertion qui dit en politique, les alliances se font et se défendent au gré des intérêts, se vérifie même au Togo. C'est-à-dire que c'est pas forcément la discipline républicaine comme certains se sont convenus qui a prévalu pour le choix des maires, mais aussi il y a cette question d'intérêt des personnes qui ont ou des partis qui ont prévalu par rapport au choix des maires dans différentes communes. Et donc, ce sont ces trois enseignements que nous tirons. La difficile unité d'action de l'opposition, la dissonance entre le discours et les actes et la prédominance de l'intérêt dans le choix politique. Et les incompréhensions entre différents partis politiques qui fait buzz dans les, disons, entre ces partis. Je ne voudrais pas qu'on revienne sur ces polémiques-là, mais c'est quand même un constat, Primus. Non, d'abord, le monde politique togolais est rempli de ce que j'appelle des analphabètes politiques. Parce que quand vous créez un parti politique, c'est que vous proposez un projet de société aux gens. C'est que vous avez identifié un problème précis de la société auquel vous voulez apporter une solution. C'est toujours au Togo que j'entends dire qu'on crée un parti pour prendre le pouvoir. Mais personne ne dit ce qu'il fera du pouvoir. Quand il va le prendre, ou bien quand il le prendra, ou bien quand il l'a. Et les gens parlent de... quoi, républicain? Discipline républicaine. C'est quoi cette discipline républicaine? Elle sortira d'où? C'est-à-dire que la politique ne vous éduque à aucune valeur. On vient de parler de ponctualité. Nos partis politiques n'éduquent pas les citoyens à une valeur quelconque donnée. Maintenant, vous attendez de lui un résultat lié à une valeur. Il va le trouver où? Bon, quand vous prenez le Golf 5, qui défraie la chronique, combien, quand vous prenez les résultats là même, unir à 9 voix, ANC 5, la C14 2. Logiquement, je ne sais pas pourquoi ils veulent gagner cette mairie quand vous avez 5 voix. Alors qu'ils sont au total 23. Forcément, vous êtes... Ils disent qu'ils ont mis en branle une alliance entre les forces de l'opposition. Et si cette union avait marché, il aurait, disons, mathématiquement emporté sur UNI. Ils ne sont même pas en mathématiques. Maintenant, ils veulent faire de la mathématique. Avec quoi? Oui, c'est-à-dire, ils oublient quoi? L'ego personnel, l'ambition personnelle, la cupidité personnelle. Tout ça, on donne libre cours à tout ça dans le jeu politique. Et malheureusement, il y a aussi une dame que nous aimons bien dans ce lot qui est plein d'éthique et de valeurs et qui s'en va dans un monde où il n'y en a pas. Ouais, et puis, non, c'est des alliances. D'abord, c'est le Togo même qui nous a privés de ces élections locales pendant plus de 30 ans. Et dans ce domaine, on n'a pas l'expérience. Maintenant, d'un seul coup, à la togolaise, on veut la réussir à la perfection. Comment vous voulez faire ça? Avec des gens qui n'ont aucune valeur intrinsèque à défendre. C'est le gain personnel. Et le gain personnel, comme le député n'est lié à quoi? À la Constitution et à sa conscience personnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... C'est des personnes que vous ne pouvez pas influencer. La personne décide en son âme et conscience. Maintenant, la personne n'a pas de conscience ni d'âme. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Eh bien, ces problèmes ne sont pas seulement entre les partis, les uns contre les autres, mais au sein même des partis, il y a ce qu'on appelle indiscipline. Et le cas, la matière, c'est l'ANC qui reproche à ses conseillers municipaux d'avoir dérogé à la ligne disciplinaire du parti, ces conseillers municipaux qui sont accusés d'avoir porté leur voix sur leurs camarades
de unir et ça risque de leur coûter des sanctions. La preuve, Forum de la semaine qui écrit des sanctions pour des conseillers municipaux ANC qui ont voté des maires unis. Et Togo Matin aussi en parle et écrit à la page 3, élection des maires et menaces de sanctions à l'ANC. La démocratie tant réclamée se fait rare au sein même de certains partis politiques. Et Togo Matin écrit que les premiers responsables du parti ANC menacent de sanctionner certains de leurs conseillers municipaux soupçonnés d'avoir aidé le pouvoir uni à obtenir certaines mairies. Voilà l'autre polémique qui naît, cette fois-ci au sein même du parti ANC. Oui, ça pose deux problèmes à mon sens. Ça pose la question de la discipline du parti, mais aussi la question de loyauté, mais aussi la question de la représentation de la volonté. C'est-à-dire que est-ce que on peut représenter la volonté des gens lorsque on vote pour nous et que on nous choisit? Est-ce que nous pouvons représenter donc la volonté des individus qui nous ont voté? Et quelle est cette volonté? Est-ce que lorsque nous prenons le cas de l'élection de ces maires, quelle est l'idée majeure qui sous-tend le fait qu'on a voté pour les militaires, en tout cas les conseillers municipaux ANC? Est-ce que c'est pour que l'ANC prenne la mairie, ou est-ce que contre l'ANC travaille à ce qu'il y ait un cadre de vie qui soit amélioré et ainsi de suite? L'autre chose, c'est que lorsque vous êtes dans une formation politique, et ça c'est donné, vous devez suivre la ligne du parti, la ligne directrice du parti. Il y a lieu d'avoir une discipline de parti que tout le monde respecte. Maintenant, est-ce que là où le problème se pose, est-ce que ce sont des manœuvres politiques ou pas? Parce que ailleurs, il y a eu des négociations pour que les gens deviennent des maires, et il y a des formations politiques qui ont voté justement pour ces personnes-là. Maintenant, pourquoi on va sanctionner actuellement des gens qui aussi ont porté leur voix sur d'autres formations politiques? Quel était le deal qui a été conclu? Est-ce que quelque part, ce n'est pas que vous me laissez par exemple golf X et moi je vous laisse golf Y? Qu'est-ce qui a été fait? Maintenant, est-ce que on veut nous faire un reprofilage politique en nous renvoyer à un certain nombre de clichés, ou est-ce que c'est du sincère ou c'est du sérieux? Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas, en tout cas, comprendre à fond. L'avenir nous dira, on comprendra quel jeu qui est en train de se faire. À la base de cela, il y a deux principes qui se révèlent contradictoires. D'abord, la discipline au sein du parti, ce que les instances d'une formation politique ont décidé s'impose aux militants, ça c'est d'un. Mais à la base, il y a la libre opinion, la libre expression, la liberté donnée à chaque individu de faire comme il entend. Oui ou non? Parce que normalement, c'est les instances supérieures des partis qui négocient. C'est-à-dire unir, négocier directement avec ANC. Que nous vous laissons, comme tu l'as dit, cette mairie, mais donnez-nous ça. Maintenant, le jeu se passe au niveau des individus. Et c'est là où il y a danger, comme le danger de représentativité. C'est-à-dire que c'est l'individu ANC qui décide, parce que c'est lui qui est là-bas, contre la volonté du parti. Et maintenant, quelle est la volonté de représentativité du parti? C'est ça que l'individu représente. Parce que si vous êtes membre unir et que vous sortez, vous, en tant que M. Dibidji, mais unir, vous défendez, vous parlez au nom du parti. Et c'est ce que le parti aussi attend de toi, c'est pour ça qu'il vous a envoyé là-bas. Mais pas que vous arrivez là-bas, vous dites que comme c'est moi qui suis là, que je suis Dibidji, et que bon, mon intérêt ne va comme je veux. Voilà. Bon, malheureusement, c'est très fréquent dans notre pays que la personne, pour les intérêts de gain personnel, se fout royalement de tout ce que le parti a dit et conclut des alliances contre nature pour ses propres intérêts. Mais ce problème n'est pas propre seulement à l'ANC ou au Togo. Non. Même en Grande-Bretagne, on a vu dernièrement des députés du Parti conservateur qui ont claqué la porte à leur parti. Même en France, il y a un militant du parti présidentiel. Cher ami, ne faisons pas d'amalgame. Quand tu prends le cas de la Grande-Bretagne, c'est la décision du peuple.
C'est le peuple qui a dit que nous sortons de l'Union européenne. Maintenant, le gouvernement est obligé de faire exécuter cette volonté du peuple. Et c'est dans l'exécuter de la volonté du peuple qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés qu'on n'avait pas vu venir et qu'on n'a pas prévues. C'est-à-dire que la sortie de l'Union européenne est devenue beaucoup plus difficile à la Grande-Bretagne, mais qui se sent obligé de respecter la volonté populaire. Nous sommes encore à ce niveau. Eh bien, donc, restons chez nous ici avec ce problème que l'ANC d'abord doit résoudre en son sein. Voilà, comment discipliner, comment sanctionner ces militants en veillant à ne pas créer d'autres problèmes. Voilà, ça, c'est d'un. Maintenant, de l'ANC à ses camarades de l'opposition, comment régler ces petits contentieux et ne pas perdre l'essentiel, à savoir l'élection présidentielle de 2020, cette élection dont certaines personnes rêvent que ce serait enfin l'opportunité d'alternance. Dans ce sens, votre agence Interfax Press, vous publiez une dépêche dans laquelle Maître Agboibo du CAR trace la voie à cette fameuse alternance que nous souhaitons tant. Oui, je ne sais pas si c'est la voie royale, mais c'est la voie tout de même. Oui, Agboibo, il dit que la réalisation de l'alternance ne peut avoir lieu sans un travail d'éveil. Il demande à ce que l'opposition fasse un travail d'éveil. Et il dit le travail d'éveil à l'engagement politique doit servir d'occasion d'éclairer des populations sur les dangers que constituent des personnes qui, sous le masque d'engager pour l'alternance, ne s'infiltrent dans les rangs de l'opposition et les organisations de la société civile, car des faits de recherche de gains individuels et d'accès aux postes et autres avantages de l'État. Et donc, l'idée d'Agboibo, c'est de faire en sorte qu'on fasse ressortir de l'opposition ceux qui ne sont pas en réalité mus par l'idée de l'alternance, mais qui seront dans les rangs de l'opposition. Et il demande à ce qu'on fasse un travail d'éveil des populations. Et il dit l'élite aux côtés du parti au pouvoir avait joué un grand rôle lors des élections municipales qui ont eu lieu récemment. Et donc, il demande à ce que l'opposition se réveille et fasse un travail d'éveil de la population. Eh bien, bonne lecture de la proposition d'Agboibo par ses camarades de l'opposition. Toujours dans ce sens, il y a également le confrère, le médium qui s'intéresse à Maître Apévon, qui dit préconiser une candidature unique pour la présidentielle 2020, ceci afin d'avoir une chance de l'emporter. Et pour cela, Apévon invite ses camarades de l'opposition à un renoncement de soi. Et nous donnons rapidement une petite revue de presse sur l'économie dans notre pays. C'est juste une revue de presse avec le médium qui écrit que l'activité économique retrouve sa vigueur d'avant août 2017. Primus, selon le médium, l'activité économique au Togo retrouve sa vigueur comme c'était avant le fameux 19 août 2017. Oh, ça c'est... Il faut bien que nos confrères aussi sortent leurs journaux. Non, là, l'article évoque quand même des chiffres, des statistiques officielles. C'est comme quand nous parlons de croissance. Seul le gouvernement et le FMI et la Banque mondiale savent ce qu'ils appellent pas croissance. Mais pour la ménagère au marché d'Anikopé ou au marché d'Aoulato, elle ne sait à quoi rime la croissance. Même prenez le conducteur de Zemilian, quand vous lui parlez de croissance, il ne sait pas en quoi convertir ça. C'est juste des dépêches que je vous livre et j'enchaîne. Vous savez que les institutions de microfinance prospèrent chez nous ici au Togo, au point que il y a quelques années, les forces armées togolaises se sont dotées d'une mutuelle. Eh bien, la police nationale vient d'emboîter le pas aux militaires. Et là, c'est le confrère Vision d'Afrique qui nous en informe. La police nationale togolaise a sa mutuelle qui s'appelle MUPOTO, la mutuelle de la police togolaise. Elle a été mise sur pied il y a quelques jours et son conseil d'administration est présidé par Madame la commissaire principale Somialo Pocholi Kadja. Eh bien, nous souhaitons la bienvenue à la mutuelle de la police dans un monde où les gens ne se ménagent pas
Et comme il le fait depuis quelques années, depuis quelques semaines, le confrère, le médium, revient sur son feuilleton COPEC Solidarité FISEC Togo. Et aujourd'hui, l'épisode est intitulé « Les autres sources de ponction des fonds de la COPEC Solidarité par la FISEC ». Un long article à lire. Autre question portant sur l'économie, c'est cette affaire-là. Au sein de l'OTR, une affaire de commission à un indicateur, sujet d'un article de l'alternative la semaine dernière. Il s'agit pour l'essentiel l'alternative qui reprochait ou bien qui accusait le commissaire des impôts d'avoir fait main basse sur une commission de 500 millions de francs CFA que l'OTR aurait dû ou bien devrait payer à un indicateur. Alors, suite à l'article de l'alternative, l'OTR a fait sortir un communiqué en date du 13 septembre, communiqué que reprend le médium à la page 7, intitulé « Mise au point de l'Office togolais des recettes suite à l'article du journal alternatif du 10 septembre 2019 ». Pour l'essentiel, cette mise au point revient et parle de la confidentialité des données et de la protection des informateurs. Également, la mise au point de l'OTR parle de la rémunération des informateurs. Et pour la conclusion, le comité de direction de l'OTR rappelle que la procédure de recouvrement suit son cours et que tout sera mis en œuvre afin de ne pas exposer les lanceurs d'alerte dont le patriotisme est à saluer et les rassure qu'ils seront rémunérés à la clôture du dossier. Mais l'alternative, visiblement non satisfait de la mise au point de la direction de l'OTR, revient sur le sujet aujourd'hui, écrit contentieux OTR Move, la diversion du commissaire général Philippe Chaudier. Et l'alternative se demande qui fait main basse sur les millions des indicateurs. Tout ça, c'est de longs articles. Je ne sais pas si vous les avez lus. Nous vous donnons juste les titres. Peut-être que vous les lirez. Avant de suspendre à notre niveau et nous ouvrir sur les auditeurs, je reviens sur deux informations que nous donnent les auditeurs justement. Nous avons évoqué tantôt le poste de péage de Pelé. Alors, un confrère nous informe que le poste de péage de Pelé est opérationnel depuis le mois de septembre 2018, soit déjà un an. Et comme nous avons parlé également des forages qui devraient alimenter les localités du Togo profond en eau potable, un ami auditeur nous parle de son village Pondavé dans la préfecture des lacs. Pondavé se trouve... Pondave, ok, c'est entre les localités de Adam et de AVV, c'est au bord du Mono, et cet auditeur dit que Pondave n'a pas d'eau potable, et c'est dans le lit du Mono que les habitants de cette localité vont s'approvisionner en eau. Eh bien, nous allons marquer un arrêt. Après ce clin d'œil aux partenaires, nous nous ouvrons sur les auditeurs. 93.5 Canal FM. Il sonne 12h03. J'ai à mes côtés Germain Doubidji de l'agence de presse Inter Fax Press et le doyen Primus Guénou pour répondre à vos questions. Le premier en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est Nestor de Kelegougan. Nestor de Kelegougan, vous êtes le bienvenu. D'accord. Et je vais aborder un sujet sur lequel je pense que ça nous concerne ici au Togo, puisque c'est vrai que l'émission concerne que les débats nationaux, mais je vais partir d'un constat que j'ai fait dans un autre pays pour revenir chez nous ici. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. D'accord. Hier, j'aurais appris qu'à la RDC, il y a eu 5823 comptes de fonctionnaires fictifs qui ont été démantelés. Quand je parle de démanteler, ça veut dire que c'est un réseau et qui ont été bloqués suite à un contrôle budgétaire. Monsieur Sass, vous ne pensez pas qu'un tel fait
et aussi se passe dans notre pays quand on parle de détournement de fonds. Parce que dans notre pays aujourd'hui, il y a des gens qui paient leurs domestiques sur le budget de l'État, qui paient leurs chauffeurs, même ceux qui gardent leurs chiens sur le budget de l'État. Les gens avaient occupé des postes dans des administrations publiques où ils ne sont plus. Mais aujourd'hui, ces personnes perçoivent des salaires encore là où ils avaient travaillé, quand bien même qu'ils ne sont plus là-bas encore. Donc, vous ne voyez pas aussi que notre politique, bien, le contrôle budgétaire qui a été fait en RDC aussi pouvait se faire au Togo aussi pour démanteler ces genres de réseaux. Je vous remercie. Merci. Eh bien, Germain, je ne sais pas s'il y a un rapport établi, un rapport officiel qui a établi de tels faits, mais ça revient souvent, ces allégations où on parle, ou bien on soupçonne des fonctionnaires fictifs, des gens décédés, mais qui continuera à percevoir leur salaire, des affaires de faux diplômes, des gens qui percevraient des salaires indus. Oui, donc je n'ai pas connaissance d'un rapport qui établit cela au Togo. Mais vous savez, là où il y a des personnes, il y a des hommes, il faut toujours de contrôle. Sinon, l'homme est toujours tenté de piocher là où il ne devait pas prendre. Les détournements, les vols des deniers publics, ce n'est pas le propre d'un seul pays. Hein. Tous les pays peuvent se retrouver dans le lot et notre pays pourrait se retrouver dans le lot. Donc, si on fait des contrôles ici au Togo, il se peut qu'on retrouve des maintenant, je ne peux l'affirmer parce que je n'ai pas des preuves sous ma main. Donc, il y a des fois où on fait des contrôles ici au Togo et donc il y a lieu de refaire aussi pour nous établir un rapport. Je n'ai pas non plus des faits précis, mais moi je me rappelle que les ministres Ninsao Nyonfam et même Gilbert Bawara, quand ils étaient ministres de la fonction publique, ils ont dit des choses un peu comme ça. Non, mais est-ce qu'il y a des études? Non, ils disposent d'un outil interne, l'audit interne. Merci. Non, donc, vivement que le gouvernement procède à l'audit interne du personnel administratif. On saurait s'il y a du faux ou bien du vrai. Le deuxième auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Sass, comment vous allez? Dieu merci, nous nous portons bien. Dieu merci de ma part aussi. Je salue le plateau. Nous vous saluons en retour. Merci. En passant par vous, je vous demande humblement de dire bonjour à tous les personnels de la radio Canal FM, sans oublier son DG, pour tous qui avaient fait déplacement ce samedi pour le dernier hommage de notre confrère Denis. Merci. Oui. Nous n'avons fait que notre devoir d'amitié et de solidarité. Tout à fait. J'aimerais parler de l'école. Bon, je parle humblement également à tous les concernés pour que il fait tout et tout pour que cette année ne soit pas comme ce qu'on vient de voir les années passées. Essentiellement, il faut que voir les situations pour les enseignants et il devait faire tout et tout pour voir les situations de nous, les parents togolais que nous sommes. Parce que la vie est difficile pour nous. Côté l'argent et le manger aussi. Donc il faut qu'il fasse tout et tout pour voir que nos enfants soient en bon état et leur aide nous pousse que les enfants pouvaient aller à l'école de cette année prospère. Merci. C'est monsieur? C'est monsieur? Reddy Cash. Merci beaucoup. Je ne vais pas décréditer le monde avec ses vertus. Merci beaucoup. Alors pour l'essentiel, Primus, notre ami qui souhaite que les problèmes des différents partenaires de l'éducation, notamment les enseignants, soient réglés et que peut-être la croissance économique soit plus palpable pour permettre aux parents également de s'acquitter de leurs devoirs. Exactement. Ils ont besoin d'un peu d'argent dans leur porte-monnaie. C'est ça. Merci. C'est ça la croissance. Le troisième auditeur de ce jour, bonjour. Monsieur Sass, bonjour. Monsieur? Abonné. Abonné, oui. Oui, j'aimerais poser une question au doyen. À part les élections locales, j'entends encore certains opposants qui n'ont pas de mairie et qui n'ont pas de maire plutôt, mais qui prônent les deux tours. Et auparavant, pour le 2020, auparavant, ils avaient enregistré aussi des scores minuscules pour les élections passées. Je n'arrive pas à les comprendre. Est-ce qu'il peut m'expliquer leur position? Deuxième question, le pouvoir en face, à qui ils doivent faire face,
le pouvoir en place, c'est qu'il a de tout. Mais avoir ces ailes marchandes ne parlent jamais de tout. Eux, ils parlent de premier tour. Et comment se fait-il que l'adversaire en question, qui sait qu'il va vous gagner en plate couture, parle de un tour, sachant qu'il a 2 tours, et que ceux qui amusent la galerie parlent de 2 tours. Merci. Je vous en prie, Primus, est-ce que vous pouvez résoudre les 2 équations à notre ami abonné? Non, l'opposition togolaise n'a jamais trouvé le candidat unique. Mais à chaque élection, ils expriment toujours le même vœu. C'est ce qu'on arrive pas... Non, ils l'ont trouvé en 2005. À la personne de Gilles... Boba Kitani. Oui, ok. C'est la seule fois. Et après, ils ne l'ont plus jamais eu. Bon, maintenant, je ne comprends pas que quelqu'un crée un parti politique et à l'approche des élections, il cherche quelqu'un d'apolitique. Je n'ai jamais compris la logique. Eh bien, c'est au Togo. Et pour les gens d'Uni qui disent qu'ils l'emporteront au premier tour, c'est qu'ils disent compter sur leurs forces réelles, notamment les élections législatives du 20 décembre 2018 et les dernières locales. Nous partons à l'assaut du 4e auditeur de ce jour. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kokou de Béchâteau. Oui, nous vous écoutons. C'est pour demander au gouvernement pour voir à quand ils vont mettre la fin des problèmes fonciers au Togo. Hey. Parce que tout le temps, le problème là, ça continue toujours. Les gens sortent, ou bien ils veulent que la population elle-même va régler ses comptes. Parce que il y en a trop. Les gens qui achètent le terrain, tu fais un prêt, et tu achètes le terrain, tu n'as pas encore construit. Quelqu'un d'autre qui quitte, il vient, il prend le ciment, il colle sur ton nom, il écrit son nom, et puis il prend le nom d'un avocat, il place devant. Maintenant, tu n'as pas les moyens. Comment tu vas faire? Maintenant, je pense que la population elle-même va régler ses comptes avant que le gouvernement ne réagisse. Non, je vous en prie. Nous sommes en état de droit. Quand le problème de Gaïmane est venu au Togo, la population même, elle a pris le mal à 2 mains. Aujourd'hui, le problème est réglé. Non, je vous en prie, à ce niveau-là, nous sommes état de droit, un état organisé. Il n'est pas question que chacun règle ses affaires comme il l'entend. Encore une fois, mettre la pression sur l'État pour que ce problème de litige foncier soit résolu à la satisfaction de nous tous. Germain? Oui, c'est un problème délicat, hein, c'est un problème délicat. Et si l'État ne prend pas garde, c'est l'un des problèmes qui peuvent amener beaucoup de bouleversements, dans le pays. Donc, il y a comme l'auditeur le dit, que l'État prenne à bras le corps ce problème. Sinon, c'est un peu compliqué. Il y a des réformes qui ont été opérées, mais ces réformes gagneraient à être vraiment visibles par nous tous. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass, bonjour le plateau. Oui, c'est monsieur? Monsieur Richard. Monsieur? Monsieur Richard. Ah, notre ami depuis le Danemark. Depuis le Danemark. Oui, vous êtes en ligne. Bonjour le plateau. Bonjour à vous aussi. Oui, j'aimerais bondir sur la rentrée scolaire de mes enfants. J'ai l'impression que les Togolais, en principe, pour l'éducation des enfants, ils pensent que ce sont des dépenses. Mais j'aimerais dire aux Togolais que l'éducation de nos enfants ne sont pas des dépenses, ce sont des investissements. Parce que quand tu investis sur ton enfant, sur nos enfants, il y a un gain devant. Parce que je ne comprends pas pourquoi les Togolais en général investir plus d'immobilier dans l'immobilier que d'investir l'éducation de nos propres enfants. Pour le retard au service, je pense que nous avons acquis ce retard chez les Français. C'est l'éducation française. C'est tellement francophoniste parce que quand je vais dans les pays francophones, tout le monde est respecté, tout le monde est suivi en retard. Mais par contre, dans les pays anglophones, nous sommes fonctionnaires. Moi, qui suis ici, je suis au Danemark, je suis un chef d'entreprise. Mais je ne comprends pas, quand j'embauche un noir, par exemple, il vient au boulot, soit que le matin, à 4 minutes, on devrait commencer, il s'appelle du qu'il est malade. Ou bien il y a 30 minutes de retard, pour lui c'est normal. C'est pas pour nous, les Africains, surtout nous, les Congolais.
Quand il vient au boulot, tu lui dis, monsieur, tu as un retard, non, c'est 15 minutes seulement, c'est 15 minutes seulement. Et je pense que ça peut continuer, c'est comme ça. C'est un mal que nous devons enlever de nos têtes. Merci. Nous devons beaucoup apprendre. Merci Richard, merci pour votre fidélité à cette émission. Merci pour ces éléments que vous partagez avec nous. Primus, d'abord, il nous rappelle que l'éducation de nos enfants, ce n'est pas des dépenses, mais des investissements. Il a tout à fait raison. Tu investis dans ton enfant comme tu dois investir aussi dans toi-même. C'est ça que recommandent les anglo-saxons. Et puis le Danemark, c'est un pays nordique. Ils sont un peu proches de l'Allemagne sur le plan de la rigueur professionnelle où l'heure c'est l'heure. Quand on dit 6h59, c'est 6h59. Non, 6h, voilà, c'est ça. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, c'est M. Georges. Georges, oui. Oui, je crois que dire que nous avons hérité la non-ponctualité chez les Français, c'est aller trop loin. Non, c'est notre ami du Danemark. C'était disons, son avis, ça. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui. Et c'est faux. C'est nous, Africains, qui sommes comme ça. Oui. En France, les gens sont à l'heure. Les gens sont à l'heure en France. C'est en Afrique qu'on a ce problème. Vous avez consacré beaucoup de temps au début de l'émission à ce phénomène. Et si nous, les Africains, ne prenons pas garde, c'est comme si c'est rien du tout, hein. Mais c'est le pays-là qui se trouve dans cette ponctualité si on respecte ça. Parce que si j'ai un rendez-vous avec le docteur, il m'arrive des fois d'avoir un rendez-vous avec le docteur. Et s'il me progresse à 7 heures, il sait qu'il va terminer avec moi à 7h15. Donc à 7h15, j'ai fini, il y a un autre qui rentre. Donc si l'autre qui est derrière moi, si je suis en retard, je serai derrière. J'empiète sur le temps de quelqu'un. Donc il va falloir qu'on corrige ça ici. Exactement. Et puis, dans nos partis politiques, il faut qu'il y ait de l'ordre. Vous rentrez dans un parti politique pour rentrer dans un autre donné, c'est un choix. Donc si vous êtes UNIR et que UNIR vous donne des directives, vous devez la respecter. Si vous ne la respectez pas, quitte à vous de dire, ok, aujourd'hui je ne suis plus de l'ANC ou je ne suis plus d'UNIR. Parce que des fois, quand l'ANC a sorti le communiqué hier, bon, les gens disaient que c'est pas normal, c'est normal. Donc c'est les partis politiques qui doivent s'organiser et donner des directives à leurs militants sur le terrain, et s'ils ne les respectent pas, basta, on les fout à la porte. Merci Georges, je ne sais pas, je ne connais pas l'âge de l'ami Georges, mais pour ce qui est de la discipline dans les partis, les aînés se rappellent, quand on disait RPT avant tout, on répondait discipline. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui, ANC avant tout, discipline, et comme ça tout le monde se met en rang. L'auditeur suivant, bonjour. Allô. Oui, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Sass. Oui, monsieur Rodrigue, oui, vous êtes en ligne. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Écoutez, monsieur Sass, vous savez quoi? Non, dites-nous. Je voudrais dire tout simplement quelque chose. S'il vous plaît, c'est juste une doléance. Hein. Laissez ces choses de politique là et parlons du social. S'il vous plaît. Je voudrais revenir au niveau de la rentrée des élèves. Oui. Aujourd'hui, vous avez été trop loin. Je remercie l'intervention du grand frère Primus. Oui. Mais on va trop loin. Alors, juste à côté ici, à Dablé, ou bien à Toblekopé. Voyez comment les enfants sont assis. Et combien ils sont dans les salles. Combien de bâtiments on a construits. Secondo, je voulais également rebondir sur cette histoire du forage. Vous savez quoi? Arrêtons de nous mentir. Le Togo, c'est pour nous. Il n'y a aucune famille qui a comment on l'appelle, qu'est-ce qu'on dit, le patrimoine, hein, le titre foncier du Togo. Non, le Togo appartient aux Togolais. Essayons de nous donner ce privilège et que nous soyons tous ensemble. Et tertio, pour chuter à nos amis opposition là, ils ont fait leur temps, ils n'ont qu'à se garer quelque part. On en a marre. On en a marre. C'est vous qui avez recommandé de laisser côté la politique, de parler du social. Et vous contrevenez à ce que vous avez dit vous-même. Oui, oui. S'il vous plaît. On en a marre. Merci. On en a marre. Aujourd'hui, ils viennent, ils nous disent X. Demain, ils viennent, ils nous disent Y. Le lendemain, ils viennent, ils nous disent Z. Mais finalement, on va où? Merci à vous. Merci beaucoup.
Bonjour à tous les amis depuis Agoué et Kouachigan. Il y a des, voilà Germain Doubidji. Oui, non, mais c'est difficile de laisser de côté la politique. La preuve, non, lui-même, il est tombé dedans. Il y a un auditeur déjà en ligne. Bonjour. Et ces gens, c'est la même chose que je veux dire. Tout dépend de la politique dans un pays. Et aujourd'hui, si on proclame que les politiciens là, les leaders de l'opposition doivent laisser la place à d'autres, les autres là, ils sont sous les arbres là, ne rien faire. C'est une lutte que les jeunes doivent faire dans le parti politique. Si tu es de l'ANC et que tu veux avoir une place et qu'on ne te donne pas la place, tu vas dans un autre parti politique où on te donne la place. Et si tu n'es pas, si c'est la même chose là-bas, tu crées ton parti politique. C'est pas un décret qu'on signe. Il faut que les gens s'engagent. Les femmes s'engagent, les jeunes s'engagent dans la politique. Et puis, l'autre a dit que pour aller à l'école du Danemark, c'est un investissement que tu fais sur ton enfant. Oui. C'est vrai. Mais l'État aussi a sa part dedans. Oui. C'est deux choses en commun. L'État et le parent. Moi, je préfère que le parent pense à construire une demeure pour son enfant quand il n'y aura pas de boulot, que l'État fasse l'essentiel aussi pour l'enfant, pour supplémenter ceux-là qui iront à la retraite demain. Sauf que si l'enfant a été bien formé, il construira sa propre maison. Vous n'avez pas besoin de le construire pour lui. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, ça. Mais ceux-là, les parents, les émigrants, ils ont déclaré à ce qu'on postpone, comment on dit ça, on prolonge, on reporte en 2020 parce qu'ils doivent payer les cahiers. C'est des gens qui souffrent, ils n'ont pas de l'argent. C'est là, la fonction publique même togolaise, c'est les immigrants. Merci. Merci. À propos des immigrants, justement, il y a Forum de la semaine qui écrit que permis de conduire catégorie A, le Sinaco Moto plaide pour la rallonge du délai de démarrage du contrôle. Donc, c'est un contrôle de taxi moto qui font le plaidoyer pour que la mesure non, ils ont raison. Septembre, c'est la rentrée. Soit reportée. Oui, septembre, c'est la rentrée. Eh bien, l'auditeur suivant en ligne, pas encore. Nous allons encore prendre un dernier auditeur, si le temps le permet. Oui, bonjour l'ami. Bonjour, monsieur Sark. Oui, c'est monsieur Aboubacar de Sounoukakou Taba. Aboubacar. Je voulais demander qu'est-ce que nos opposants ont. On les a maudits ou comment? Au lieu d'aller laver leur linge en famille, ils viennent tout le temps parler dans la radio. Est-ce qu'ils mieux fait ça? Et depuis qu'on a enfermé les manifestants là, il n'y a personne qui a levé son doigt d'aller sauver les gens en prison. Ils sont là à bagarrer seulement. Est-ce que c'est bon? Ils peuvent les suivre maintenant. Merci. Je vous en prie, Aboubacar. Choukran pour vous remercier en arabe. Eh bien, voilà les auditrices et auditeurs qui nous accompagnent, beaucoup plus les auditeurs qui nous accompagnent, chacun avec son style et son point de vue. C'est comme ça la pluralité des opinions. 93.5 Canal FM. Je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement, Germain et Primus. Vous devriez être 5 invités autour de moi. Vous êtes retrouvés 2. Mais tout en laissant le soin aux auditeurs de vous noter, j'estime quand même que vous avez fait votre part du boulot aujourd'hui. Je vous remercie, tout comme je remercie ceux qui seront au studio demain et tous les jours que Dieu fera. Mais d'ici, pour terminer en beauté, Germain, votre carton de fin d'émission. Oui, carton vert à tous les auditeurs qui ont appelé. Merci pour ce fair play. Primus de Tiagenou Arlidia. Carton vert à tous les enseignants qui se sont présentés au poste dans leurs écoles hier et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, surtout ceux de Lomé. Carton du courage aux enseignants qui ont été affectés tardivement aussi. Et qui sont en route pour arriver à leur poste. Merci, donc bon appétit à nous toutes et à nous tous. Rendez-vous demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Raison encore une fois de célébrer la vie en attendant donc demain.